Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Jusqu'à 48 degrés en Europe, le thermomètre s'affole, des pays suffoquent, un dôme de chaleur écrasant. Comment les Martiniquais installés sur le continent vivent-ils ces températures extrêmes et quelles menaces pour la Martinique? Explication. Comme une épée de Damoclès sur les communes, les coupes budgétaires font mal au budget. Achats de fournitures, charges de gestion, prestations de services, plusieurs sont endettés. Elles espèrent une revalorisation des dotations globales de fonctionnement. Tour des Yoles, J-8, plus aucune disponibilité chez les loueurs de bateaux, souvent frileux face à une forte demande, et des plaisanciers pas toujours responsables. Du coup, les prix et les garanties doublent. Du compas en fin de journal, Nick Henson Prudhomme du groupe Harmonique est l'invité de notre journal. Une nouvelle génération qui fait plaisir aux anciens et aux plus jeunes. Il nous dira ce qui fait son succès. Concert prévu demain. 48 degrés en Italie, 44 en Espagne, 40 en France. L'Europe est victime d'un dôme de chaleur persistant depuis plusieurs jours, des chaleurs étouffantes, donc écrasantes. Comment les Martiniquais installés sur le continent vivent-ils cela? Tour d'horizon avec Bamba Gang et Corentin Bellard. Des Martiniquais qui suffoquent en Europe. Alexandre est en Grèce depuis 2 mois. Le changement de température entre la Martinique et Athènes est éprouvant. C'est une chaleur qui est très lourde, très pesante. La différence avec la Martinique, je pense aussi, c'est qu'on n'a pas de vent. Ici, il n'y a pas de vent. Quand en Martinique, on a les alizés, etc., c'est vrai que ça rend les choses beaucoup mieux pour nous. Thibaut travaille comme saisonnier dans la ville de Split. Dans cette ville croate, la chaleur est aussi étouffante. Le thermomètre grimpe à 33 degrés. Aujourd'hui, c'est un jour avec un peu de vent, ce qui fait que c'est plus facile à supporter. Cependant, le vent qu'on reçoit est chaud. La plupart des autres jours, il n'y avait carrément pas de vent. Et même au bord de mer, là où je travaille, je suis tous les jours au bord de mer, c'est vrai que l'air qui y est très chaud. Et souvent, il n'y avait carrément pas d'air. Direction le nord de l'Espagne, en Catalogne. Les 45 degrés ont été dépassés. Cet expatrié mis sur des astuces pour trouver un peu de fraîcheur. La journée, on essaye de boucler au maximum, sortir aux heures qui sont les moins chaudes, aller à la mer, passer de magasin climatisé en magasin climatisé. C'est comme ça qu'on attrape froid. Et puis ensuite, le soir, on réouvre, on essaie de faire passer l'air. La Martinique, bercée par des alizés, a plus de chance. Le dôme de chaleur épargne notre territoire qui reste à l'abri pour l'instant. Ce dôme de chaleur, pour l'instant, ne peut pas nous toucher parce que nous, c'est vrai que notre fonctionnement, c'est un fonctionnement lié aux alizés. Donc nous avons, grâce aux anticyclones des Açores et des Bermudes, des alizés qui nous balayent en permanence. Et donc ces alizés permettent un brassage de l'air ambiant. Et donc ces alizés maintiennent une température, on va dire, relativement agréable. Le monde entier est en surchauffe. 54 degrés cette semaine en Californie, 52 degrés du côté de la Chine. Et au Canada, 20 degrés de plus que la normale. Pas de canicule chez nous, mais un temps sec et ensoleillé, chargé en particules fines. En cause, un épisode de brume de sable. Il persiste depuis mardi. L'alerte rouge de Madélinaire est toujours en vigueur. Mais demain, dimanche, la brume devrait s'estomper et un retour à la normale est prévu de façon progressive. Ça chauffe également dans les caisses de nos communes. De façon générale, en Outre-mer, elles ont perdu 900 millions d'euros depuis 2014 à cause de la baisse des dotations globales de fonctionnement. Les maires espèrent donc sa revalorisation. Qu'en pensent les experts? Le dossier de Franck Zozor, Christelle Sivac et Corentin Bellard. Mireille Pierre-Louis, dans les locaux de Martinique la Première. Elle est experte en finance des collectivités et son discours tranche avec les propos habituels que l'on entend dans ce milieu très fermé. Elle nous explique que l'État ne finance pas les communes de l'Outre-mer comme celles de l'Hexagone. Nous sommes sous un régime spécifique. En 2021, par exemple, les 129 communes des 5 régions, départements et collectivités d'outre-mer ont perçu 680 millions d'euros. C'est 200 millions d'euros de moins que si elles étaient dans l'Hexagone. En réalité, l'objectif, en fait, c'est de contenir les DOM dans une petite enveloppe pour qu'elles n'émergent pas sur l'enveloppe nationale. Donc, en fait, l'objectif de l'État
c'est de préserver les finances des communes de l'Hexagone. Donc il y a un décalage et c'est la raison pour laquelle il y a cette crise dans les DOM, notamment aux Antilles. Parce que quand les communes ne peuvent plus jouer leur rôle de cohésion sociale, quand elles ne peuvent pas financer les associations, s'occuper des jeunes, on a une jeunesse qui part, qui fout le camp. Et on le voit très vite. Depuis 2014, l'État aurait, selon Mireille Pierre-Louis, récupéré sur le budget des communes de l'Outre-mer, Mayotte, La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique, 960 millions d'euros. Une somme que nous ne reverrons jamais. La solution que l'État propose, en fait, c'est uniquement des contraintes, des contraintes de redressement, c'est l'AFD, c'est des experts. On dit que l'ingénierie locale est trop faible, alors qu'on a fait les mêmes études que les employés des communes de l'Hexagone. Direction le nord de la Martinique, Justin Pamphile, maire du Lorrain, est aussi le président de l'Association des maires. Il est au cœur des problèmes de financement des communes. Ce n'est plus un secret, les dotations ont diminué, les villes sont exsangues. Et sur ce terrain, la ville du Lorrain a un projet. Elle le réalisera, mais nombreux sont ceux qui sont abandonnés faute de moyens. Il n'y a pas que parfois pour les fonds européens, il faut avancer les sommes, vous êtes remboursé par la suite. Et éventuellement pour d'autres opérations, ça oblige la ville avoir une gestion minutieuse de sa trésorerie pour éviter justement qu'on soit en difficulté. Il faut tenir compte de ce que la Cour des comptes nous demande, c'est-à-dire de participer à l'effort national de réduction, je dirais, de la dette, on va dire de la dette globale. Donc ça, les villes sont appelées également à participer solidairement à cet effort-là. C'est la réduction et tout le débat qu'il y a autour de l'octroi de mer avec les exonérations qui sont données. Un effort financier des communes de l'Outre-mer pour participer à la solidarité nationale. Et pour notre expert, tous les moyens sont bons pour diminuer le budget de nos communes. C'est la raison pour laquelle maintenant l'État, dans le SIOM on l'a vu, ils annoncent une refonte de l'octroi de mer. Donc on profite du fait qu'il y a un ressenti que l'octroi de mer est la cause de la vie chère pour en réalité nous prendre notre principale ressource et la crise qu'on a actuellement aux Antilles, elle va être multipliée par 10 quand l'État aura récupéré l'octroi de mer pour lui. Autre sujet controversé pour notre expert, les fonds dont dispose l'Agence française de développement pour venir en aide aux communes. Elle estime qu'ils devraient directement leur être attribués afin qu'elles soient plus libres dans leurs investissements. Hier, c'était la passation avec son prédécesseur. Le nouveau ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, a détaillé sa feuille de route. 2 jours après sa nomination, on l'écoute. Il est au micro d'Alain Rosalie et Patrick Régis. J'ai envie, je vous le dis avec force, de faire en sorte que la vie quotidienne des habitants des territoires ultramarins, on puisse l'améliorer au quotidien. Chaque territoire a des spécificités, des singularités. Oui, il y a une feuille de route qui s'impose, c'est celle qui est sortie du fameux comité interministériel aux Outre-mer et qui permettra justement de tracer, suite à ce travail qui a été fait notamment par Jean-François Carenco, bien sûr avec Gérald Darmanin, de faire en sorte qu'on soit capable, par exemple pour l'eau, pour le logement, pour la transition énergétique, pour l'école, pour la vie chère, pour le développement économique, d'apporter des réponses. Vous savez, moi j'ai eu une expérience d'élu local pendant une vingtaine d'années et donc je suis là pour faire en sorte que ce qui est nécessaire devienne possible demain. Elle a été élue avec 114 voix. Muriel Renard-Legrand prendra ses fonctions en tant que bâtonnière à compter de janvier 2024. Elle succède à maître Georges-Emmanuel Germany. Elle est avocate depuis 26 ans, spécialisée en droit pénal. Elle tient à la féminisation de cette nouvelle fonction. Avec un passé d'engagement au sein du Conseil de l'Ordre, elle se dit légitime et prête à assumer cette fonction forte de son expérience. 10 millions d'euros pour aider les producteurs de fruits et légumes. L'enveloppe a été annoncée lors du comité interministériel des Outre-mer. C'est un pas de plus vers l'autonomie alimentaire en Martinique. Mais le chemin est encore long et les embûches à la production locale nombreuses. Cécile Mar et Marc Balsa. Il y a 50 ans, Joe Desormeaux chantait déjà le manque de produits made in Martinique. Et dans les étals, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Ce petit marché de Bellevue est bien connu du quartier et de plus loin, car il s'applique à se fournir en produits locaux. Mais cela demande de plus en plus d'efforts. C'est très difficile aujourd'hui, parce qu'il y a de moins en moins de fruits et légumes. Les agriculteurs rencontrent de plus en plus de difficultés
par rapport aux récoltes, par rapport au temps, aux intempéries. Aujourd'hui, je me retrouve à la même période même dans l'an dernier avec moins de produits. Les fruits et légumes stars difficiles à trouver, un appauvrissement aussi des variétés. Les grandes personnes se souviennent de fruits presque disparus. Des zicates. Des zicates. Ça s'appelle zikak. J'ai mangé ça avec gamine. Allez parler à un jeune maintenant de zikak, il va trouver ça bizarre. Il y avait aussi un fruit qu'on mangeait aussi, ça s'appelait sisikouli. Hein? Les sisikouli. On faisait même des plats avec des sisikouli. Sisikouli. Oui, on trouvait ça avant. Il n'y a plus. Pour renverser la prédominance de l'importation, près de 80% selon les chiffres, le gouvernement dit vouloir accompagner la souveraineté alimentaire. Il débloque 10 millions d'euros pour les Outre-mer. Une somme qui laisse sceptique Olivier Palcy, le président de l'Organisation patriotique des agriculteurs martiniquais. L'effet d'annonce qui a été produit n'est qu'un effet d'annonce. Notre profession n'est pas suffisamment organisée pour la production, pour la partie production, que ce soit en termes de planification des cultures, que ce soit en termes d'accompagnement technico-économique des professionnels. Et je crois que c'est là que ça pêche beaucoup. Nous sommes trop divisés, donc nous sommes trop faibles, notamment vis-à-vis de l'aval, c'est-à-dire tout ce qui est commercialisation. Installé depuis 30 ans au Saint-Esprit, Olivier Palcy voit plutôt la situation se dégrader. Pas assez de foncier, pas assez de bras et de rentabilité. Un cercle vicieux dont l'agriculture martiniquaise voudrait bien sortir. J-8 avant le Tour des Yoles Rondes, mais déjà plus de catamarans à louer. Ils ont été pris d'assaut par les passionnés désireux de vivre la course sur l'eau au plus près. Et malgré des prix forts, la demande reste grandissante. Caroline Antich-Martin et Corentin Bellard se sont rendus au Marin. Dans 8 jours, le ponton 4 de la marina du Marin sera quasiment vide. Les 60 unités de cette flotte, la plus importante de Martinique, ont toutes été louées, notamment pour le Tour des Yoles. On a 25 bateaux qui partent juste pour le Tour des Yoles, donc tous nos bateaux sont loués, on n'a plus de disponibilité. Ça commence dès le début de l'année pour les réservations sur le Tour des Yoles. Dès qu'on a la date qui est définie du Tour, là on a toutes les réservations qui tombent et les bateaux sont très rapidement bookés. Malgré la demande, le tarif basse saison reste inchangé, soit environ 10 000 € la semaine avec équipage pour ce catamaran de 52 pieds. Une période lucrative donc, pourtant certaines agences refusent de louer par crainte de la casse. Il y a un mélange de plusieurs éléments, notamment le côté atlantique qui est quand même une zone un peu compliquée, dangereuse avec les barrières de corail, les récifs, etc. Peut-être aussi un mélange de un peu trop de fêtes, enfin voilà, c'est un petit peu tout ça qui font qu'il y a un peu moins d'abris. Donc aussi la météo peut-être, si elle est défavorable, peut-être aussi une des raisons de la casse qui arrive des fois malheureusement pendant cette période. Pour limiter les risques, cet autre loueur exige des garanties solides, techniques et financières. On a une caution qui est légèrement plus importante qu'en saison classique ou en location classique. On demande absolument que les gens qui louent des bateaux louent avec des skippers professionnels. Donc en amont, on va nous contrôler et surveiller que tout est bien dans les règles. On va leur demander un respect du nombre de passagers à bord. On va mettre en place un nombre de gilets en fonction de ça. Et puis après, demander aux équipages d'être très très vigilants, 2 fois plus qu'à l'habitude par rapport au monde qu'il y a sur l'événement. Un Tour des Yoles parfois considéré à haut risque par les loueurs. De la casse, effectivement, il y en a liée aux conditions météo, à certaines étapes, mais aussi au mauvais comportement. Un loueur qui tient à rester anonyme nous a raconté cette anecdote d'un locataire qui prétendait se rendre à Sainte-Lucie, mais qui a en fait suivi le Tour des Yoles. Il s'est échoué à Sainte-Anne, résultat entre 15 et 20 000 € de dégâts et le bateau immobilisé pendant 1 mois. Êtes-vous plutôt zouk, compas, reggae, salsa, dancehall? Qu'écoutez-vous durant ces vacances? Irène Emondine et Bamba Gay vous ont posé la question. Une rue de la capitale particulièrement animée. Dans les boutiques, chacun son style, sa préférence, sa playlist. J'écoute de tout, vraiment de tout. J'ai pas de préférence. C'est-à-dire?
Ça passe du classique français à du rap, à du dancehall, à du reggae, vraiment tout. Moi j'aime le boléro, la salsa, le merengue. Concernant ma playlist, en fait, comme j'ai double nationalité, donc j'écoute quand même pas mal de chansons du pays, de chansons libanaises. J'écoute aussi beaucoup de rap français, j'écoute un petit peu de rock, de métal. Ça dépend vraiment des humeurs, j'écoute vraiment de tout. Je sais que les dames en général, elles aiment bien le zouk rétro et moi aussi, donc c'est ambiançant, donc j'en mets tous les jours à la boutique. Chez les adolescents, les jeunes de 25 ans et plus, le rap, le dancehall, l'afrobeat ont la part belle sur les réseaux sociaux. Et puis, restent ceux qui achètent encore des CD, les compact disques, les aficionados notamment de la salsa. J'ai des clips sur mon machin que je regroupe pour venir chercher pour aller venir chercher mes disques. Et c'est dommage qu'il n'y en a pas tellement. J'ai une clientèle surtout de salsa, la musique latine, cubaine, revenant de Porto Rico, des États-Unis et plus souvent de Cuba. Et puis il y a une clientèle de compas. Hein. La musique occupe les journées, surtout durant les vacances. Et quel que soit le support, les générations, elle habille la vie depuis la nuit des temps. L'invité de ce soir, c'est Nickenson Prudhomme, chanteur leader du groupe Harmonique. Bonsoir. Bonsoir Viviane, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci. J'ai vu que vous alliez bien également quand vous regardiez le sujet, le reportage musical. Vous, quel type de musique écoutez-vous? Le compas, le zouk, bien sûr le zouk depuis tout petit. Et puis R&B depuis tout petit aussi. Yeah. Et donc vous, Harmonique, vous êtes considéré comme un groupe de compas dit nouvelle génération. Est-ce que vous assumez cette expression nouvelle génération ou pas? Qu'en pensez-vous? Oui, bon, la nouvelle génération vient de l'ancienne génération aussi, parce que quand on voit Tabou Combo et Skacha No.1 et puis on a mélangé avec du zouk, ça donne la nouvelle génération, je veux dire. Justement, vous venez de parler de Tabou Combo, notre groupe mythique. Est-ce qu'il vous a beaucoup inspiré pour votre musique? Oui, si je peux m'exprimer bien dans ma langue, en créole, je veux dire. Tabou, c'était un groupe que moi, levé tout petit, m'a grandi avec. J'étais content de l'empile, c'est lui qui inspirait dans la musique. Et puis après ça, moi, je viens d'apprendre de Skacha, m'apprendre des musique et Magnum Ben, qui vient de moi toute inspiration ça. Et puis Eric Virgal, dans Zouk. Et puis Patrick Saint-Éloi, Kassa, vient mettre plus moi-même qui fait, je veux dire que la nouvelle génération vient de cette mélange-là. Donc alors, vous le disiez, vous écoutiez depuis petit, donc en général le compas, on pense plutôt à une musique qui ne concerne pas les jeunes. Pourtant vous faites un carton plein chez les jeunes. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Non, reprends la question, j'ai pas écouté. Comment vous expliquez que les jeunes aiment beaucoup votre musique, alors qu'auparavant, on pensait plutôt que le compas, c'était pour les personnes un peu plus... Voilà. Ouais. Alors, bon, un peu moins jeunes. C'est le son. Alors, peut-être, je peux dire le son et la façon qu'on arrange le compas maintenant, avec l'émotion et tout ça. Et puis les textes aussi, surtout, que Junior a trouvé au Laden. Et on a dit que le rythme a beaucoup changé. On a dit que le rythme a changé, qui arrivait sur Junior plus. On a dit Harmonique aujourd'hui, bon, et de façon nous inspirer, nous exprimer nous avec Junior, il arrivait sur plus vite. D'accord. Yes. Et donc là, vous êtes en Martinique. Ça semble être une destination incontournable. Martinique, c'est la maison, je veux dire, c'est l'endroit où nous-mêmes, nous avons dit que nous aimons Martinique en pile. Et c'est là que découvrir vraiment Harmonique avec Incroyable, la chanson Incroyable. C'est là qu'on a dit que depuis lors, on est, comment on dit ça,
Le chou de Martinique, c'est harmonique. Yeah. Et donc, du coup, là, vous êtes en représentation demain. Ouais, demain soir. Qu'est-ce qu'il est prévu? Bon, et c'est pour la première fois que je dit que harmonique tape tant moment ça pour venir Martinique pour exprimer sentiment pour Martinique parce que nous avons presque un an depuis après Corona. C'était vraiment dur pour nous parce que après Corona, à chaque fois pour jouer, on ne pouvait pas. Maintenant, aujourd'hui, et tout le monde qui attend, déplacé en foule, vient supporter, vient voir ça pour le faire là parce que harmonique t'attend moment ça en pile. Il y a en pile musique qui pourra jouer et en pile musique, ni ancienne musique avec nouvelles chansons que nous gagnons, qu'on a chanté pour soirée ça. Bah justement, vous parlez de nouvelles chansons. Est-ce qu'on peut avoir un court extrait? Si j'avais mon piano était là. En acapella, ça nous va très bien. Mais tu vois, je suis très très fatigué parce que je voyageais. Depuis hier soir, on n'a pas dormi. Hein. On n'a pas dormi. On était. Bon, ben, on vous souhaite un bon repos alors. Oui, et un beau concert. Merci. Demain. Vous aimez les voitures? Les voitures, oui. Ce qui va suivre devrait vous plaire. On l'attendait en haut du podium, mais l'aventure doit s'arrêter là pour l'équipage favori du Martinique Rally Tour. Simon Jean-Joseph et Yannick Roche ont officiellement quitté la course ce matin. Le pilote martiniquais a fait une sortie de route. Son véhicule endommagé ne lui permet pas de poursuivre la compétition. Au-delà de la compétition, il s'agit surtout d'un spectacle pour les nombreux observateurs. La 5e édition du Martinique Rally Tour a donc démarré par un show nocturne hier soir à Fort-de-France. Face à 30 000 personnes environ, les 44 équipages ont offert une démonstration époustouflante, marquant le début de 3 jours de course sur plus de 175 km de spécial. Nous profitons sur les images de Jean-Marc Kenenga. C'est la fin de votre édition locale marquée par des chaleurs étouffantes jusqu'à 48 degrés en Europe. Le thermomètre s'affole, des pays suffoquent, un dôme de chaleur écrasant. Nous avons vu que c'était difficile pour les Martiniquais installés sur le continent. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour votre journal national. À tout de suite.